connaissez la définition du terme tueur en série ? Selon le FBI, un tueur en série, c'est quelqu'un qui a tué au moins 3 personnes avec une pause entre chaque victime. Contrairement aux tueurs de masse qui exécutent plusieurs personnes en quelques minutes ou en quelques heures. On sait que les meurtriers éprouvent un immense plaisir au moment du passage à l'acte, ce qui les pousse à tuer un corps et un corps. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous balance ça comme ça directement en intro. C'est parce qu'aujourd'hui on part ensemble direction le Japon. Je vous raconte l'histoire qui a retourné Internet et le pays entier. L'histoire de Takahiro Shiraishi, plus connu comme le tueur de Twitter, l'un des tueurs en série les plus dérangeants, psychopathes et productifs du pays du soleil levant. « 27 juin 2025, Tokyo, Japon. Le soleil s'est levé à 4h27 ce matin et il fait très chaud pour un mois de juin. Takahiro Shiraishi ne le sait pas encore, mais aujourd'hui, sa peine de mort va être exécutée. Il va mourir par pendaison. C'est une première, cette mise à mort. La dernière fois qu'un condamné a été exécuté, c'était il y a 3 ans, en 2022. Aujourd'hui, en ce début d'été, c'est un homme de 34 ans, en apparence ordinaire, qui va trouver la mort dans les locaux du centre de détention de Tokyo. Mais que s'est-il passé pour que Takahiro Shiraishi soit condamné à la peine capitale ? Retour sur des faits glaçants et un mode opératoire jamais vu, car Takahiro Shiraishi trouve ses victimes sur le net, en particulier sur X, qui s'appelait encore Twitter à l'époque. Voilà la sombre histoire de ce tueur 2.0, ce tueur digital, qui a tué, démembré, et stocké 9 personnes dans son petit studio d'une banlieue japonaise. A priori, rien ne laisse entrevoir que Takahiro Shiraishi va devenir l'un des tueurs en série les plus prolifiques du Japon. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que notre homme a tué 9 personnes, dont 8 femmes en quelques mois seulement. Takahiro Shiraishi est né le 9 octobre 1990 à Zama, une ville tranquille de la grande banlieue de Tokyo. Il a une sœur aînée et ses 2 parents travaillent dans l'industrie automobile. À l'école, Takahiro n'est pas l'enfant le plus sociable, mais ça s'arrange au collège. Il intègre alors le club de sport et se met à l'athlétisme. Il aura même une première copine, mais ça s'arrête brusquement à cause de la séparation de ses parents. Suite à leur divorce, lorsque Takahiro a 14 ans, il emménage à Yokohama, une ville côtière toute proche de Tokyo. Il vit maintenant seul avec son père, sa mère et sa sœur étant partis vivre de leur côté. C'est une nouvelle vie, un nouvel environnement, et Takahiro se fait des amis dans son nouveau lycée. Les gens qui l'ont côtoyé à cette époque disent de lui que c'est un gamin gentil, mais pas forcément brillant. Il a des notes moyennes. Les études, c'est pas son truc. Il est peut-être un peu comme moi finalement. On le décrit comme poli, mais aussi comme un peu décalé, comme s'il ne trouvait jamais vraiment sa place. Ses parents racontent qu'il avait du mal à gérer ses émotions, il s'énervait facilement quand il perdait à un jeu par exemple. Il s'énervait tellement qu'il tapait dans les murs pour évacuer sa colère. Takahiro finit par terminer les cours, obtient son diplôme de fin d'études et il commence à travailler dans un petit supermarché. Il va passer 2 ans dans ce fameux supermarché. Tous ses collègues de travail se souviennent qu'il était sérieux et compétent, mais Takahiro finit par démissionner de ce premier emploi stable. D'après ses proches, c'est une dépression qui l'a poussé à quitter ce boulot, qui semblait pourtant bien lui convenir. Takahiro a maintenant 21 ans et il a une relation chaleureuse avec son père. Par contre, il n'entretient presque plus aucune relation avec sa mère ou avec sa sœur. Pourtant, même s'il est proche de son père, Takahiro ne se confie pas sur son côté le plus sombre. Il est dans un état de dépression profonde. Il se sent vide et inutile dans une société japonaise très axée sur le travail et l'honneur. Lui, Takahiro, il n'a rien dont il peut être fier. Il mène une petite vie pathétique, remplie de boulots minables et précaires. Si vous connaissez un peu le Japon, vous savez peut-être que la santé mentale, c'est un sujet tabou là-bas. Personne n'en parle, c'est mal vu, c'est presque considéré comme une tare d'avoir un passage à vide. Même s'il est très déprimé, Takahiro n'a pas envie de continuer cette vie. Il décide de partir à la grande ville, de monter à la capitale, comme on dit. Il s'installe à Tokyo dans le but de gagner de l'argent, c'est pourquoi il trouve un travail qui est à la limite de la légalité. Il bosse dans le quartier chaud de Kabukicho, le quartier des plaisirs de Tokyo. Pour bien comprendre ce qu'il fait, il faut que je vous explique un ou deux trucs. Déjà, au Japon, la prostitution est illégale, mais les concepts d'hôte et d'hôtesse, ça, c'est autorisé. Et dans le quartier de Kabukicho,
eh ben, ça regorge de bars à hôtesses. Officiellement, les jeunes femmes sont là pour tenir compagnie à des hommes qui payent de grosses sommes pour des boissons et des bouteilles d'alcool. Ce sont des entraîneuses, mais le sexe n'est pas officiellement vendu ou proposé. Le travail de Takahiro, c'est de recruter des hôtesses. Pour ça, il interpelle des filles dans la rue pour leur donner un tract. En gros, il recrute des jeunes femmes pour rejoindre un réseau de prostitution, même si, bien entendu, au départ, les jeunes femmes ne savent pas réellement pourquoi elles sont recrutées. Et ce boulot dans les ressources humaines, ça rapporte bien plus que de travailler au supermarché. Takahiro, même s'il est super motivé par l'argent qu'il peut gagner en recrutant des filles, n'est pas bon dans ce nouveau travail. En fait, il est tellement mauvais que ses supérieurs cherchent à se débarrasser de lui. Ils vont finir par le dénoncer anonymement à la police, qui vont venir l'arrêter. Vraiment pas cool. Là, c'est la grosse galère. En février 2017, Takahiro est condamné à 14 mois de prison avec sursis. Takahiro a alors 27 ans et rien sur quoi retomber. Il n'a pas de boulot, pas d'amis, rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne du coup vers son père, qu'il ne veut pas décevoir. Il lui ment, lui expliquant qu'il a rencontré une fille, ça y est, il va enfin faire comme les autres, être comme les autres. Bon, le problème c'est qu'il est au chômage. Impossible pour lui de louer un appartement, il n'a pas de dossier financier solide. Le père de Takahiro veut aider son fils et sa nouvelle petite amie à s'installer. Il se porte garant pour son fils, qui loue un studio à Zama, sa ville natale. C'est le père de Takahiro qui paye le loyer pour son fils, puisque pour le moment, il ne travaille pas. On est maintenant en août 2017. Pour tuer le temps et supporter la chaleur écrasante de l'été japonais, Takahiro traîne sur les réseaux sociaux. Il a plusieurs comptes, dont un compte Twitter qui s'appelle Engin Pro, qu'on peut traduire par étouffeur, étrangleur ou encore pendeur professionnel. C'est rassurant. Ce penchant pour l'asphyxie ne date pas d'hier. Certains de ses anciens camarades de classe expliqueront plus tard que Takahiro jouait régulièrement au jeu du foulard quand il était petit. Le côté cool d'internet et des réseaux sociaux, c'est que ça facilite les relations sociales et ça peut même mener à des rencontres en personne. Tout ça en restant tranquillement installé dans un canapé. Je vous rappelle que Takahiro est une personne plutôt introvertie et qui n'a jamais su comment se comporter dans la société. Il passe du coup tout son temps sur internet. Il visionne des contenus assez dérangeants et se forge une identité en ligne, en particulier sur Twitter. Dans sa bio, on peut lire qu'il souhaite aider les gens, soulager leur peine et même les accompagner dans la mort. Takahiro, c'est le prince charmant façon serial killer, un homme dangereux, obsédé par la mort et le suicide. Avant de poursuivre, il faut que je vous explique un truc, c'est fort possible que vous soyez déjà au courant, mais c'est quand même important de le noter. Le Japon est tristement connu pour son taux de suicide élevé. Ça explique par le fait que se suicider pour réparer une erreur ou laver l'honneur est en quelque sorte admis au Japon. La santé mentale ou la dépression, c'est tabou, mais se suicider, c'est une manière de racheter ses fautes. D'ailleurs, vous connaissez forcément les mots harakiri. C'est une ancienne pratique japonaise qui consiste à s'éventrer avec un wakizashi, donc un sabre court. Ce sont les samouraïs très attachés à l'honneur qui pratiquent le harakiri en dernier recours, car un samouraï ne veut et ne peut commettre d'actes déshonorants. Cette particularité de la société japonaise fait que le sujet du suicide est un sujet un peu comme les autres abordés sur le net. C'est comme ça que Takahiro va rencontrer sa première victime par le biais de Twitter. Finalement, Takahiro reste un peu dans le même domaine que son ancien travail. La différence, c'est que maintenant, c'est sur internet qu'il chasse ses proies. D'ailleurs, il sait très bien comment s'y prendre. Il vise des jeunes femmes qui postent des messages désespérés et leur propose son aide. C'est extrêmement vicieux. Il peut être celui qui écoute, qui réconforte, celui qui efface la douleur et atténue le chagrin. Il est celui qui explique qu'une fois morte, les filles ne souffriront plus. Je schématise un peu, mais vous voyez comment il arrive à manipuler ses victimes qu'il attire dans son studio de Zama. Takahiro possède aussi un second profil, différent du premier. Sur ce compte-là, il se décrit comme un homme à bout qui souhaite en finir, et il propose aux gens dans le même cas que lui de le contacter pour se suicider ensemble. Si on regarde bien ces deux profils différents que Takahiro a créés, on se rend bien compte qu'il était déterminé dans son projet de meurtre. Quand les filles contactent ce profil numéro 2, Takahiro prend son temps, il parle beaucoup à ses victimes avant de leur proposer de mourir ensemble. Si vous l'avez pas encore compris, Takahiro ne veut pas mettre fin à ses jours, mais veut passer à l'acte, histoire de voir la mort en face. Mizuki est la première sur la longue liste des victimes de Takahiro. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, mais on sait qu'elle est née en 1996. Elle avait donc 20 ou 21 ans au moment de sa rencontre avec Takahiro. Mizuki est déprimée,
et elle trouve en Takahiro un ami. Après plusieurs messages échangés sur les réseaux sociaux, Mizuki décide de rencontrer son ami virtuel, Takahiro en personne. Elle se rend chez lui pour la première fois le 13 août 2017. Elle est accompagnée d'un de ses amis, Shogo Nishinaka. Ce que je vais vous raconter va vous sembler dingue. Takahiro n'a pas oublié ses rêves de grandeur et il n'est pas satisfait du petit studio que son père lui loue. Il demande alors de l'aide à sa nouvelle copine Mizuki. Il veut louer un autre appartement, plus spacieux, mieux placé, et Takahiro est tellement beau parleur qu'il arrive à manipuler la jeune femme qui va lui prêter l'argent nécessaire à la location de ce nouvel appartement. Cet appartement, ce sera leur nid d'amour, ils vont vivre ensemble. Je suis d'accord avec vous, ça va un peu vite. Au Japon, quand on loue un appartement, la facture grimpe vite. Il faut plusieurs mois d'avance, déposer une caution et offrir de l'argent au propriétaire pour le remercier d'avoir bien voulu louer son bien. Là-bas, c'est un délire. Ça a coûté très cher à Mizuki, on parle d'une somme qui dépasse les 4000 €. L'appartement est situé sur la plage de Kazad Beach, dans la ville de Fujisawa, une station balnéaire sympa, assez touristique, surtout en été. Le 21 août, un peu plus d'une semaine après avoir rencontré Takahiro pour la première fois, Mizuki laisse un mot à ses parents. Elle explique être partie quelques jours. Ce 21 août sera le dernier jour de la vie de Mizuki. Pour mettre en confiance la jeune femme, Takahiro a demandé à Mizuki de le rejoindre à l'appartement de Kazad Beach avant qu'ils partent tous les deux pour le studio de Zama. On ne sait pas trop comment il s'y est pris, mais Mizuki l'a suivi en abandonnant son téléphone portable dans l'appartement de la plage. Une fois arrivé à Zama, le calvaire de la pauvre Mizuki commence. Takahiro lui sert à boire. On est au mois d'août, il fait très chaud. Mizuki accepte donc avec plaisir le verre d'eau. Sauf que dans cette eau, il y a un somnifère puissant qui laisse Mizuki complètement amorphe. Elle est tellement étourdie qu'elle ne peut même pas se défendre lorsque Takahiro se jette sur elle. Le jeune homme, comme devenu fou, la frappe de toutes ses forces au visage, à main nue. Il finit par passer une corde autour du cou de Mizuki, inconsciente, qui va perdre la vie rapidement. Takahiro, qui adore tout contrôler, trouve un plaisir incroyable dans cet acte de tuer. Mizuki est morte et son meurtrier décide de garder son corps. Il le dépose dans le congélateur, comme s'il rangeait un trophée. Maintenant que Takahiro a goûté au plaisir de tuer, il n'a plus envie de s'arrêter. Comme la première fois, c'est sur Twitter qu'il traque sa seconde victime, Kureha Ishihara. C'est une lycéenne d'une quinzaine d'années. Kureha mène une sorte de double vie. Au lycée, elle participe à plusieurs activités extrascolaires, elle est souriante et s'entend avec tout le monde. À la maison, elle dessine ou joue aux jeux vidéo. Personne ne soupçonne qu'elle se sent vide et seule. Alors pour combler cette solitude, Kureha passe du temps sur Twitter. Et là, vous le voyez venir. On ne sait pas si Kureha a 14 ou 15 ans au moment où elle rencontre Takahiro, qui deviendra son bourreau, mais une chose est sûre, Kureha, elle est comme tous les ados de son âge. C'est une période facile, elle se pose beaucoup de questions, les études, c'est pas son truc, même si elle a des bonnes notes. Bref, elle ne trouve pas sa place dans la société. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Eh oui, Takahiro a lui aussi traversé des périodes de doute et de dépression quand il avait l'âge de Kureha. Alors quand il lui explique que lui aussi est passé par là, qu'il peut l'aider, Kureha n'hésite pas. Takahiro, après tout, c'est un ami qui lui veut du bien. Kureha a fini par confier son mal-être à quelqu'un. Juste pas à la bonne personne. Je l'ai déjà dit, mais au Japon, la dépression ou les problèmes de santé mentale sont dissimulés. On n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas. À force de discuter avec Takahiro, Kureha accepte de le rencontrer chez lui. Il lui a expliqué que le seul moyen d'arrêter de souffrir, c'était de mourir. Takahiro a dit à la jeune lycéenne que lui aussi en avait marre de la vie et que le suicide collectif était la seule solution. Un beau matin de septembre, Kureha enfile son uniforme d'écolière mais sèche les cours. Elle va passer la journée chez son nouvel ami, Azama. Arrivé sur place, Takahiro se rend compte que la jeune fille n'a pas vraiment envie de mourir. Elle ne veut pas passer le cap du suicide collectif, elle est juste venue pour parler. Et vous vous en doutez, Takahiro, lui, parler, il s'en fout. Il lui donne donc la fameuse boisson avec le somnifère et Kureha perd rapidement connaissance. Et cette fois-ci, Takahiro innove. Il va abuser de sa victime et l'étrangler à main nue pendant de longues minutes. Petit détail glaçant, on ne sait pas s'il a abusé de sa victime avant ou après l'avoir tué. Une fois de plus, Takahiro veut garder le cadavre, qu'il considère comme une récompense. Comme il y a déjà Mizuki dans le congélateur, la dépouille de Kureha finit dans une malle. Le problème, c'est qu'un corps dans un congélateur, ça ne pourrit pas. Mais un corps dans une malle, surtout à la fin de l'été quand il fait encore chaud,
eh bah ça se décompose. Certains habitants de la résidence dans laquelle se trouve le studio de Takahiro rapporteront plus tard qu'une odeur infecte est apparue dans les parties communes de l'immeuble. Pourtant, Takahiro est prudent. Il a mis en place la soufflerie de sa salle de bain en marche, le ventilateur tourne 24 heures sur 24. En l'espace de 2 semaines environ, ce sont 2 jeunes femmes qui se sont volatilisées dans un périmètre assez restreint. Les familles de Mizuki et de Kureha ont bien sûr prévenu les autorités et la police mène son enquête. L'équipe chargée des investigations sur la disparition de Mizuki ont tracé le téléphone portable de la jeune femme dans l'appartement de Kazat Beach. Cette découverte ne va pas mener à grand chose puisque le bail de l'appartement est au nom de la jeune fille. Pour le moment, rien ne met la police sur les traces de Takahiro. Du côté de Kureha, c'est pareil, tout le monde la cherche, y compris la police, mais l'enquête piétine. C'est à ce moment-là que l'ami de Mizuki, celui qui l'avait accompagné chez Takahiro, décide de contacter le jeune homme. Shogo Nikinaka se dit que plus il peut alerter de gens sur la disparition de son ami, plus les chances de la retrouver sont grandes. Il se rend sans arrière-pensée dans l'appartement de Takahiro, dont il ne ressortira jamais. Takahiro est un homme pragmatique. Il sait que Shogo risque à un moment donné d'aller voir la police pour leur parler de Takahiro et de sa rencontre avec Mizuki. Du coup, pas le choix. Rebelote, verre d'eau somnifère, étranglement. C'est un meurtre d'opportunité plutôt qu'un assassinat planifié, désiré et fantasmé. Côté pratique, Takahiro décide de découper le cadavre de Shogo en morceaux. Ce sera plus simple de le stocker comme ça prendra moins de place. L'odeur infâme des corps en décomposition commence à être un vrai problème. Alors Takahiro commence à jeter certains bouts du corps de Shogo aux ordures. Finalement, un corps reste un corps, c'est un déchet ménager comme un autre. Mais comme il ne peut pas jeter ces fameux déchets ménagers tous les jours, Takahiro réfléchit et a une idée. Il va mettre certains morceaux des corps dans la litière du chat. Après tout, si la litière peut absorber l'odeur des besoins du chat, elle peut absorber l'odeur d'un cadavre. À court de place, les restes de Shogo sont aussi stockés dans des sacs poubelles sous le canapé. Le rythme infernal de la mort dans le petit studio va s'accélérer. Takahiro devient incontrôlable et ses victimes s'enchaînent. Inakon Sarashina, Hitomi Fujima, Natsumi Kubo, Akari Suda, Kazumi Yamarama, voilà le nom des jeunes filles assassinées par Takahiro. En quelques mois, le studio de Takahiro est devenu le repère de la mort. Les voisins commencent d'ailleurs à se plaindre sérieusement de l'odeur insoutenable qui vient de l'appartement. La police, qui continue évidemment d'enquêter sur toutes ces disparitions en un temps record, repère la zone du studio de Takahiro grâce au bornage des téléphones des victimes, mais rien ne suggère que Takahiro puisse être un suspect. Le tueur, Jubile, se sent tout puissant, presque mégalomane, et c'est à ce moment qu'il commence à se relâcher. C'est grâce à ce manque de prudence qu'il va être identifié. Le 21 octobre, Aiko, qui vit à Tokyo, disparaît. Son frère, alerté par sa disparition, repère rapidement les tweets désespérés de sa sœur. Ça y est, à cause de son imprudence, Takahiro a fourni à la police une piste. 10 jours plus tard, le 31 octobre 2017, les gens fêtent Halloween et c'est une scène bien macabre qui attend les policiers qui organisent un raid dans l'appartement de Takahiro. Les enquêteurs trouvent des têtes, des mains, des os, des bouts de corps pourrissants éparpillés un peu partout dans le studio. C'est l'une des scènes de crime les plus insoutenables que les policiers aient vues de toute leur carrière. Takahiro est arrêté ce jour-là. Aiko est sa dernière victime. Rapidement, les instances judiciaires japonaises ont besoin de savoir si Takahiro peut être jugé, s'il est responsable de ses actes. Les experts qui se sont entretenus avec lui ont rendu leur verdict. Oui, Takahiro savait que ce qu'il faisait était mal. Il a confessé avoir tué pour satisfaire avant tout ses pulsions sexuelles et ensuite se sentir en contrôle. Son procès a eu lieu en 2020 et Takahiro est accusé des chefs suivants: viol, meurtre et possession illégale de cadavres. Le dernier là me fait beaucoup rire. Son avocat a tenté de faire requalifier en un chef d'accusation moins grave. Comme les victimes avaient expressément demandé à être tuées, ça ne pouvait pas être considéré comme un meurtre. Si ? Mais Takahiro ne voulait pas qu'on lui retire sa gloire d'avoir tué. Il a donc plaidé coupable par rapport à toutes les accusations portées contre lui. En décembre 2020, le tribunal condamne Takahiro Shiraishi à la peine capitale. Takahiro ne fera pas appel de cette décision. Finalement, il a toujours voulu en finir, non ? Aussi loin qu'il s'en souvienne, il n'a jamais aimé sa vie, jamais trouvé sa place, jamais été fier d'accomplir quoi que ce soit. Le Japon reste l'un des 2 seuls pays du G7 avec les États-Unis à exercer la peine de mort.
Le 27 juin 2025, l'info sort presque de nulle part. Ça y est, Takahiro Shiraishi a été exécuté. Il a été pendu à Tokyo suite à sa condamnation à mort 5 ans plus tôt. Le Japon ne prévient ni le condamné, ni la famille, et l'exécution n'est jamais rendue publique. Le condamné est averti de la date de son exécution seulement quelques heures avant l'événement. 3 gardiens appuient simultanément sur un bouton poussoir fixé au mur, un seul déclenche l'ouverture de la trappe, mais les gardiens ignorent lequel. Et la famille, elle, n'est avertie qu'une fois l'exécution terminée. Le père de Takahiro s'est exprimé en disant qu'il aurait préféré que son fils passe sa vie en prison, à réfléchir à ses crimes et à se repentir. À l'heure où j'enregistre, le système judiciaire n'a pas confirmé ou infirmé la mort du désormais très connu tueur de Twitter. Takahiro a fait 9 victimes en environ 3 mois, 8 femmes et un homme, tous âgés entre 15 et 26 ans. Sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que vous trouvez que la famille devrait avoir le choix, ou non, d'assister à la mort de leurs proches? Est-ce qu'il faudrait aussi permettre à l'entourage des victimes d'assister à l'exécution? Il y a un proverbe japonais qui dit « La vie et la mort ne font qu'un ». J'ai trouvé que ce dicton reflétait vraiment cette dramatique histoire, celle de Takahiro Shiraishi et celle de ses victimes.